de protection cellulaire appliquée à l'ischémie à perfusion myocardique comme une nouvelle piste, et une piste complémentaire finalement à la prise en charge telle qu'elle vous a été décrite précédemment. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc vous connaissez tous ces données très classiques sur l'évolution de la mortalité cardiovasculaire avec une diminution progressive de cette mortalité cardiovasculaire qui reste la première cause de mortalité dans le monde, loin devant finalement cancer, maladie pulmonaire, etc. Et cette maladie cardiovasculaire est avant tout liée à la maladie coronaire. Et le principal déterminant finalement de cette mortalité coronaire est la taille de l'infarctus, qui est la donnée majeure qui conditionne le pronostic des patients coronariens. Et finalement, la question qu'on nous pose aujourd'hui, c'est de savoir comment diminuer cette taille d'infarctus. C'est vraiment l'endpoint à atteindre en matière de cardioprotection pour améliorer le pronostic du patient, pronostic vital, mais aussi pronostic fonctionnel. Alors, il faut revenir un instant sur les déterminants classiques des lésions d'ischémie-reperfusion pour éviter ces grandes plaques akinétiques que l'on connaît. Le premier déterminant, c'est la zone à risque. La zone à risque, c'est la quantité de myocarde qui dépend de l'artère coupable, l'artère occluse. Et on a classiquement ce genre de relation linéaire avec une quantité de myocarde en dessous de laquelle il n'y a pas de lésion par collatéralité. Mais dès qu'on a une artère coupable dont dépend un territoire coronaire suffisant, on a une lésion d'autant plus importante que la zone à risque est importante. Le débit collatéral est évidemment un élément important. S'il y a une collatéralité, il y a quelque part une protection naturelle par cette collatéralité. Plus la collatéralité est importante, plus la taille d'infarctus est faible, c'est bien classique. Durée d'occlusion coronaire, ça tout le monde connaît, et on connaît tous ces données. Par exemple, ce genre de travail déjà ancien, mais qui reste tout à fait d'actualité. Plus le patient met du temps pour arriver sur la table de coronarographie, plus la mortalité sera importante. Et entre ces deux éléments, eh bien, là encore une fois, c'est la taille d'infarctus qui conditionne ce pronostic. Un élément qui ne fait pas partie des critères habituels, des déterminants majeurs, classiques, connus depuis les années 80 de la taille d'infarctus, c'est la température. Je l'ai mis entre parenthèses pour cette raison, mais au laboratoire, on sait très bien que la température est un déterminant majeur et qu'on doit contrôler la température des animaux pour explorer cette problématique. On a par exemple ce genre d'expérience où on réalise des infarctus du myocarde à différentes températures, et il faut retenir ce chiffre de l'ordre de 10% de taille d'infarctus par degré Celsius, ce qui est quelque chose de majeur qu'on probablement sous-estime en clinique. Et là, c'était une expérience où les animaux étaient soit électro-entraînés pour s'affranchir de la part de limitation de la fréquence cardiaque liée à l'hypothermie, mais indépendamment de cette limitation de fréquence cardiaque, on a un effet important sur la taille de l'infarctus. Le gold standard pour protéger, c'est le préconditionnement. Le préconditionnement consiste à réaliser des ischémies-reperfusions brèves avant un infarctus du myocarde. C'est connu depuis les années 80, ce travail dans le laboratoire de Jennings, c'est le papier fondateur. Et ces auteurs ont montré que, contrairement à l'attente, finalement, les lésions ne sont pas plus importantes quand on fait ça. Elles sont moins importantes, beaucoup moins importantes, moins de 75%. Ces travaux ont été reproduits par l'immense majorité des auteurs, et puis est apparue dans les années 90 une autre question de savoir si on pouvait préconditionner à distance. C'est quelque chose dont on verra les applications aujourd'hui, mais c'est une donnée majeure. Ce papier avait été controversé initialement et aujourd'hui largement admis. On peut préconditionner dans un autre lit vasculaire que le lit dans lequel on va réaliser le préconditionnement. Et là, dans cette expérience, les auteurs dans le laboratoire de Cloner à Los Angeles préconditionnaient le territoire circonflexe et regardaient ce qui se passait dans le territoire antérieur. Eh bien, on peut diminuer la taille de l'infarctus dans le territoire antérieur en préconditionnant une circonflexe. Ça, c'est un élément important. Alors, le préconditionnement, c'est un mécanisme ubiquitaire, universel. Tous les organes, tous les modèles expérimentaux s'étaient reproduits par tous les laboratoires à travers le monde. Et c'est aujourd'hui quelque chose de clairement établi, avec un bénéfice cependant qui dépend de la réalité de la reperfusion. Pas de reperfusion, pas de bénéfice. Au mieux, le préconditionnement décale l'apparition des lésions, mais la reperfusion est absolument obligatoire pour voir le bénéfice du préconditionnement. Chez l'homme, on a des données in vitro. On peut préconditionner du myocarde du vin. Les chirurgiens nous donnent des morceaux de myocarde. On peut le préconditionner in vitro au laboratoire. C'est quelque chose qui est tout à fait établi. Pour autant, la réalité clinique du préconditionnement a du mal à rentrer dans nos pratiques cliniques. Il y a finalement les preuves du préconditionnement sont assez difficiles à établir. On sait qu'un patient qui fait un angor avant un infarctus fera probablement un infarctus plus petit parce qu'il y a une tolérance endogène du myocarde à l'ischémie qui se crée et qui va le protéger lors des séances ultérieures d'ischémie à perfusion. L'angioplastie coronaire, les angioplasticiens savent que si on gonfle plusieurs fois le ballon d'angioplastie,
Le premier élément en faveur d'une lésion est le décalage du segment ST, et que le décalage du segment ST diminue au cours des inflations successives du ballon d'angioplastie. Il y a également des éléments au cours de l'épreuve d'effort. Si on répète les épreuves d'effort, les seuils ischémiques changent. Les applications sont pour autant limitées et il ne reste pas grand-chose du préconditionnement en pratique clinique. Il y aura peut-être des applications à venir encore en chirurgie cardiaque ou en transplantation, mais finalement on est un peu déçu par les applications cliniques du préconditionnement qui, par sa nature, doivent être appliquées avant l'ischémie-reperfusion. Et puis les espoirs du préconditionnement pharmacologique sont aussi déçus. On connaît mieux en mieux les voies de signalisation du préconditionnement. 20 ans de recherche a donné des clés de compréhension, des drogues capables d'activer ces voies de signalisation. Et finalement, il ne reste pas grand-chose du préconditionnement pharmacologique. Peut-être le nicorandil, qui est de moins en moins utilisé, qui est un activateur des canaux potassiques mitochondriaux, mais qui finalement n'est pas tellement rentré dans les pratiques cliniques de manière importante. Alors, l'avenir du conditionnement ischémique, c'est probablement le post-conditionnement. Et vous voyez qu'il a fallu attendre 2003, ce papier majeur également de l'équipe de Witten-Johansen, qui a montré qu'on pouvait non pas appliquer ces ischémies-reperfusions avant l'infarctus, mais après l'infarctus, au moment de la désocclusion coronaire. Et là, on comprend bien tout de suite la pertinence clinique de cette intervention. Et ces auteurs, là aussi, dans un modèle canin de référence, ont montré qu'on pouvait diviser par 2 la taille de l'infarctus en réalisant ce post-conditionnement. Donc c'est un papier extrêmement important. Et aujourd'hui, pré-conditionnement, post-conditionnement, finalement, on admet que ces 2 interventions ne font que diminuer ce qui se passe au début de la reperfusion, c'est-à-dire l'apparition d'un certain nombre de lésions. Et le fait que le post-conditionnement puisse être appliqué à la reperfusion et divisé par 2 la taille des lésions prouve bien qu'une partie des lésions est contemporaine du début de la reperfusion. Et donc on peut agir même lorsque le patient arrive à l'hôpital pour limiter, prévenir l'étendue de ces lésions. La signalisation des 2 intracellulaires est relativement proche. Et je crois qu'aujourd'hui on peut simplifier le message. Préconditionnement ischémique et post-conditionnement ischémique, via des récepteurs membranaires couplés à des protéines G, activent une signalisation intracellulaire sur laquelle on va revenir très brièvement pour, in fine, protéger la mitochondrie. Et de cette protection va dépendre un certain nombre de déterminants majeurs de la physiopathologie des lésions de reperfusion, que sont le stress radicalaire. Il y aura moins de stress radicalaire, moins de lésions liées à la production de radicaux libres de l'oxygène, une préservation des niveaux d'ATP, une récupération du pH beaucoup plus progressive, parce que finalement le post-conditionnement n'est peut-être pas autre chose qu'une reperfusion progressive qui permet de sortir plus progressivement de l'acidose, moins de surcharge classique, et à la fin un bénéfice en termes de protection cellulaire. Si on rentre un petit peu dans le détail, il y a peut-être que deux éléments à retenir. Les cascades de kinases protectrices, ce qu'on appelle la voie risque. Et puis, donc ces cascades de kinase sont clairement impliquées dans la signalisation. Là, par exemple, un papier du laboratoire qui montre que la phosphorylation d'AKT est associée au post-conditionnement et que lorsqu'on utilise des bloqueurs de ces voies de signalisation, eh bien, on perd la protection cellulaire. Donc, clairement, il y a plein de papiers qui vont dans ce sens-là. La voie risque est un élément majeur de la signalisation du post-conditionnement comme du pré-conditionnement. Et le deuxième élément, c'est sûrement sur la mitochondrie, le phénomène de transition de perméabilité qui est en lien avec l'ouverture d'un mégacanal mitochondrial qu'on appelle le port de transition de perméabilité, qui est un canal de la membrane mitochondriale interne. Et on sait depuis longtemps que ce canal entraîne la cellule vers la mort en entraînant des modifications mitochondriales. Et là, par exemple, de la microscopie électronique issue de myocardes d'animaux, de lapins en l'occurrence, la morphologie normale du mitochondrie en microscopie électronique. Et dans certaines conditions, l'apparition d'un gonflement de la matrice, la mitochondrie se gorge d'eau par l'ouverture de ce canal, la membrane externe se rompt et libère un certain nombre de médiateurs pro-apoptotiques qui vont entraîner la cellule vers la mort. Et finalement, la reperfusion conjugue 3 éléments qui sont capables d'ouvrir ce port et d'entraîner la cellule vers la mort. C'est la restauration du pH. L'augmentation du pH est plutôt un élément qui ouvre ce canal, la surcharge calcique également, le stress radicalaire également. Et je vous parle de ça parce que finalement, cette cible, on connaît des drogues capables de bloquer ce phénomène et le gold standard de ces drogues est la cyclosporine A. Ça n'a rien à voir avec les effets immunosuppresseurs, bien que la cyclosporine agisse sur des cyclophilines. La cyclophiline A est en cause dans les mécanismes immunosuppresseurs, la cyclophiline D est une protéine de la matrice mitochondriale, et en se fixant sur cette cyclophiline D, eh bien, elle est capable de bloquer, de retarder l'apparition de ces lésions. Alors,
nous avions montré que le post-conditionnement inhibe l'ouverture du port de transition de perméabilité en protégeant. Et là, nous avions utilisé, c'est le même problème que d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Contrôle F4, fonction F4, Alt F4. Alt F4, ça marche. Et donc, on reproduisait le phénotype mitochondrial des animaux traités par cyclosporine. Là, nous avions utilisé une cyclosporine spéciale dédiée sur la mitochondrie. Eh bien, on reproduisait ce phénotype, traduisant l'inhibition du port de transition de perméabilité, ce qui était associé à la cardioprotection. Et dans ce travail, préconditionnement, post-conditionnement ou injection de cyclosporine protégeait de la même façon les animaux. Et cette cyclophiline D est clairement impliquée comme le seul élément aujourd'hui de certitude de constitution du PTP. Et des animaux déficients pour la cyclophiline D ont été développés. Et ces animaux sont naturellement protégés des lésions d'ischémie à perfusion. Et dans ce travail, par exemple, plus dans Nature, les animaux cyclophiline D, développent des tout petits infarctus lorsqu'ils sont soumis à une séquence d'ischémie à perfusion en comparaison d'animaux sauvages. Et puis, tout naturellement, ces animaux cyclophiline D-, ne peuvent pas être protégés, c'est-à-dire que naturellement, ils font des infarctus petits, du même niveau que ceux qui sont préconditionnés, post-conditionnés, mais le préconditionnement et le post-conditionnement ne s'appliquent pas à ces animaux, parce que c'est bien la cible, c'est un élément en faveur de la cible d'effecteur qu'est le port de transition de perméabilité. Alors aujourd'hui, on a une myriade d'interventions qui sont capables de protéger le myocarde au laboratoire, aucun problème. J'en ai mis une liste qui n'est certainement pas exhaustive. Peu ou prou, toutes ces interventions agissent sur ces deux éléments, soit la voie risque, sur la voie risque elle-même ou en amont de la voie risque, soit sur le port de transition de perméabilité de manière directe ou indirecte. Et ces drogues, très peu ont passé ont des données suffisamment concordantes pour aller vers des études cliniques. Un certain nombre ont été testées finalement, malheureusement, la plupart d'entre elles ne marchent pas, alors que certaines drogues avaient des espoirs importants. Je pense à l'érythropoïétine, je pense à l'association glucose-insuline-potassium, au nicorandil, aux anti-inflammatoires, au calcium bloquant, etc. Et finalement, il ne nous reste pas grand-chose qui est passé le crible des études cliniques. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces drogues marchent au laboratoire et pourquoi on n'arrive pas à reproduire ces éléments chez nos patients. Premièrement, première piste, il y a une hétérogénéité des patients que, bien sûr, on n'a pas au laboratoire. Le rôle des comorbidités, probablement que le diabète est un élément qui rend difficile l'application de stratégies de cardioprotection. Les thérapeutiques associées, au moins 2 thérapeutiques, certains antidiabétiques sont complètement incompatibles avec les voies de signalisation que je vous ai décrites, les antiagrégants plaquettaires qui peuvent avoir un effet propre, qui, lorsqu'il est associé à d'autres thérapeutiques, finalement masquent l'effet cardioprotecteur parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui laissent penser que les antiagrégants plaquettaires peuvent aussi avoir par eux-mêmes, pour des mécanismes plus ou moins compliqués, des effets protecteurs. Ces mécanismes vont dépendre de la façon dont est occluse l'artère. Au laboratoire, on ligature des coronaires, c'est rarement ce qui est fait en clinique. On ne contrôle pas très bien les déterminants de la taille d'infarctus. Les durées d'ischémie sont souvent trop prolongées. On tolère l'inclusion de patients jusqu'à la 12e heure après le début des symptômes, ce qui est quelque chose qui est difficile à pouvoir à protéger en pratique. On accepte des patients qui ont une collatéralité alors qu'on sait très bien que les patients avec une collatéralité ne peuvent pas être protégés en pratique. La taille d'infarctus est souvent petite dans ces études, ce n'est pas des chocs cardiogéniques, et si on a des tailles d'infarctus petites, il est très difficile de montrer le bénéfice d'une intervention. Le timing de l'intervention, ce que je vous décris, est sûrement efficace très précocement au début de la reperfusion, et lorsqu'on décale, on ne sait pas forcément très bien quel va être le bénéfice. Le remodelage sur des périodes longues est un élément qui peut intervenir. Et puis, il faut utiliser des critères de jugement cliniquement pertinents. Et un certain nombre d'études ont utilisé, par exemple, la récidive angineuse, etc., qui ne sont déterminants, qui ne sont pas du tout en lien avec l'étendue des lésions. Et il ne faut pas attendre, avec des critères de jugement de ce type, le bénéfice de ces interventions. Il y a peut-être des drogues qui passent à la trappe alors qu'elles auraient une efficacité, mais que les études n'ont peut-être pas toujours été très bien designées. Alors, j'ai fait certains choix, soit sur des arguments documentaires, soit sur ce que je connais le mieux, mais quelles études concordantes nous poussent à espérer des choses de la protection cellulaire en clinique.
Le conditionnement ischémique, il y a quand même une littérature qui est de plus en plus concordante autour de ça. Le premier travail, celui de Michelovis, publié par Patrick Stadt il y a déjà quelques années, qui montrait qu'on peut post-conditionner chez l'homme sur table de Corot des ischémies reperfusion brève, diminue d'à peu près 40% la cinétique enzymatique, avec un bénéfice qui est vrai, quelle que soit la taille de la zone à risque, petit infarctus ou gros infarctus. Ces travaux ont été reproduits par différentes études, avec un bénéfice en termes de taille d'infarctus également, et des données compilées dans une première méta-analyse qui est sortie l'année dernière, qui va dans le bon sens avec une diminution de la taille d'infarctus dans ces études, également une amélioration de la fraction d'éjection lorsqu'on regarde à 6 mois ou à 1 an le bénéfice chez ces patients. Une autre piste possible, c'est le conditionnement à distance. Vous avez vu qu'il y a des données expérimentales, mais le principe est de dire si effectivement on peut conditionner à distance, on peut peut-être gonfler, dégonfler un brassard, attention, au niveau du bras, activer des médiateurs, induire des signaux de protection cellulaire et espérer protéger, avoir un effet anti-inflammatoire, peut-être même prévenir les dysfonctions endothéliales ou vaincre l'activation plaquettaire. Ce n'est pas de la science-fiction. Il y a des études qui ont déjà été publiées. L'étude la plus connue est celle-ci, qui n'était pas positive sur le critère le plus dur, qui est la taille d'infarctus. Par contre, il y avait des critères de jugement secondaire de limitation des lésions qui étaient encourageants. D'autres études sont en cours. Et c'est certainement une piste intéressante. Également, un travail, par exemple, positif en chirurgie, en pontage coronaire, où il est facile à ce moment-là de faire des ischémies reperfusion sur le bras et de regarder ce qui se passe à distance. Un bénéfice sur les cinétiques enzymatiques, mais finalement assez modeste, mais surtout un bénéfice sur la mortalité à 1 an. Il n'y a pas non plus beaucoup d'études qui permettent d'avoir un bénéfice sur la mortalité à 1 an. Donc probablement qu'on active des choses qui ne sont peut-être pas complètement connues aujourd'hui, mais qui peuvent avoir des effets multiples. Et là, on est sur des modèles de CEC. Alors, pour ce qui est du conditionnement ischémique, donc 2 modalités. Le post-conditionnement ischémique classique. Aujourd'hui, beaucoup d'études vont vers une diminution importante de la taille d'infarctus, assez peu de travaux négatifs. Le conditionnement à distance, on a un peu de retard dans la mise en place de ces études. Les données sont un peu plus hétérogènes. Le bénéfice est peut-être un peu moins important, mais la facilité de mise en œuvre de ces techniques laisse quand même penser qu'il y a un avenir, et la facilité de les mettre en pré-hospitalier éventuellement, un avenir important au développement de ces stratégies de conditionnement à distance. Et le futur du post-conditionnement, c'est peut-être ça. Il y a déjà des firmes qui commercialisent ça en Amérique du Nord. On arrivera chez soi, on prendra son petit appareil sur son chargeur, et puis on se fera sa petite séance de post-conditionnement, ou en cas où on ferait un infarctus du myocarde ou son AVC dans la nuit. Mais ces appareils sont déjà commercialisés et étudiés dans certaines études cliniques. Deuxièmement, l'hypothermie. L'hypothermie est une voie de protection dont les cardiologues ne parlent pas beaucoup. Et il y a probablement une piste à creuser avec l'hypothermie. Vous savez que... mais là, ça rame. Voilà, ça avance. Donc vous savez, on connaît très bien les effets de l'hypothermie depuis longtemps, les effets hémodynamiques, les effets métaboliques, mais qui clairement n'expliquent pas tout de la protection cellulaire de l'hypothermie. Et finalement, l'hypothermie n'est peut-être pas autre chose que du post-conditionnement. Si la diapo veut bien passer... Voilà. Il y a un certain nombre de travaux qui montrent que finalement l'hypothermie active les voies de protection que je vous ai décrites, aussi bien la voie risque que l'inhibition du port-transition de perméabilité. Et finalement, l'hypothermie n'est peut-être pas autre chose qu'une façon différente, plus facile, plus pratique qu'on fait tous les jours d'inhiber le port-transition de perméabilité et de réaliser un post-conditionnement par le froid. Il y a peu d'études publiées, il y a des études qui ne sont pas publiées actuellement, mais qui sont positives, mais au prix d'une augmentation du délai pour arriver à la reperfusion, en mettant des dispositifs intravasculaires, donc ce qui n'a pas tellement de sens si on retarde la reperfusion. Par contre, il y a au moins une étude positive, avec un petit effectif certes, et d'autres études en cours, qui montrent que sans retarder la reperfusion, eh bien, l'hypothermie peut-être diminuer la taille d'infarctus avec un objectif de 35 degrés Celsius en moins de 30 minutes, simplement en apportant du sérum salé isotonique 1 à 2 litres à la discrétion du clinicien. Vous connaissez les autres bénéfices potentiels de l'hypothermie, puisque ces mécanismes sont ubiquitaires. L'hypothermie protège également le cerveau, et vous connaissez ces 2 papiers du New England publiés en 2002 qui montrent un bénéfice sur la protection cérébrale et la mortalité dans l'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire.
on sort un tout petit peu du sujet, mais pas tant que ça. Ce travail, par contre, qui n'appliquait pas l'hypothermie précocement, puisqu'il fallait à peu près 6 heures pour avoir un début d'hypothermie, consistait à sélectionner quand même largement les patients, uniquement des fibrillations ventriculaires. Et vous savez que la réalité du préhospitalier, c'est finalement de prendre en charge des patients en rythme non choquable et pas tellement des fibrillations ventriculaires, et qu'on est sur une niche avec ces patients-là. Et que dès qu'on rentre un peu plus dans la vraie vie, eh bien, dès qu'on met un peu plus de patients non choquables, eh bien, on perd le bénéfice de l'hypothermie, avec notamment ces 2 études présentées à l'American Heart en novembre dernier, qui viennent d'être publiées, la première dans le New England en même temps qu'en novembre, avec l'absence de bénéfice, et la deuxième tout récemment dans le JAMA, là aussi pas de bénéfice, et là il y avait 60% de rythme non choquable. Donc ça pose question quant au bénéfice de l'hypothermie pour la protection cérébrale en post-arrêt cardiaque. Je terminerai par la cyclosporine A, qui est finalement le sujet sur lequel nous travaillons depuis une dizaine d'années. Clairement, pour nous, au laboratoire, la cyclosporine est la drogue la plus puissante pour protéger, pour inhiber l'ouverture du port de transition de perméabilité, puisque finalement, c'est l'effecteur de cette protection. Ça marche aussi bien que le préconditionnement, que le post-conditionnement, qu'elle soit administrée avant ou à la phase de reperfusion, avec un effet également anti-apoptotique, et que ces données sont vraiment ubiquitaires, et que ce que je vous décris aujourd'hui, je pourrais faire le même exposé sur d'autres organes, le cerveau, le foie, le rein. Ces stratégies ont été développées par toutes les spécialités médicales aujourd'hui. Là, par exemple, du cerveau, des animaux cyclophiline dépendants, eh bien, les animaux knock-out font des infarctus cérébraux plus petits. La cyclosporine a été administrée à la phase aiguë du syndrome coronarien aigu. C'est le travail de l'équipe d'Ovise. Là aussi, une diminution importante de la taille d'infarctus, quelles que soient les zones à risque. Et donc ça consistait à simplement une administration unique de cyclosporine à la perfusion, avec des taux certes importants de cyclosporine, aucun effet secondaire rapporté, en particulier sur la fonction rénale, et une diminution significative de la taille d'infarctus et une amélioration de la fraction d'éjection à distance chez ces patients qui avaient été suivis à 6 mois dans ce travail complémentaire. Ça, c'est une diapo que m'a prêtée Michel Ovise. On attend beaucoup de l'étude Circus, qui est une étude de plus grande ampleur, multicentrique, double aveugle, avec une nouvelle formulation de cyclosporine, la cyclomulsion, qui est une formulation sans crémophore, qui n'est pas commercialisée en France actuellement, mais qui va permettre d'avoir un suivi des patients sur 1 an avec un critère combiné pour espérer remontrer ce bénéfice sur une étude de plus grande envergure. Alors finalement, je terminerai par 2 diapos. Il faut voir la cardioprotection comme quelque chose de complémentaire à la prise en charge habituelle, finalement quelque chose de complémentaire pour gagner du temps. Le premier orateur nous disait la difficulté d'amener les patients en table de coron en moins d'1 heure. Clairement, si cette heure-là peut être mise à profit pour activer des mécanismes de protection cellulaire, administrer des drogues qui sont capables de protéger, c'est probablement quelque chose de bénéfique et pour éviter, encore une fois, les dégâts myocardiques trop importants. Et les pistes pour arriver à ça, eh bien aujourd'hui, les 2 pistes les plus documentées sont le post-conditionnement ischémique ou les activations pharmacologiques de la voie risque ou l'inhibition du port de transition de perméabilité. On n'en est pas encore à réfléchir à des approches combinées, mais c'est peut-être une piste possible, mais qui de toute façon passe par une reperfusion pour essayer que les dégâts myocardiques soient les plus minimes possibles. Je vous remercie.